Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre d'auteurs, d'autrices. Dans le cadre de ce mois de la bande dessinée du manga, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Julien Hervieux. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu ici à la bibliothèque Clément Ader. C'est avec grand plaisir, donc merci à vous pour l'invitation. On s'inscrit pleinement cette semaine, vous l'avez vu, dans ce côté un petit peu historique, où effectivement on essaye de montrer au travers d'outils. Le terme vulgarisation me pose toujours un petit peu de problème, parce que la racine même de vulgarisation, c'est vulgaire, on est d'accord. On est d'accord. Mais au travers de procédés de médiation, on arrive justement à toucher un public avec quelque chose qui potentiellement ne pourrait pas les intéresser comme l'histoire. Parce que l'histoire, il y a des gens qui se désintéressent complètement. Et le pire, c'est que c'est leur droit, c'est ça qui est terrible. Ben, c'est ça. Et puis c'est surtout, on a eu une mauvaise expérience pendant notre scolarité. Mais oui, on s'est tapé les cours d'histoire géo. Voire on est devenu prof d'histoire géo, ça c'est pire. Bah du coup, votre expérience, la suivante. Voilà, donc alors pour ma part, j'ai commencé comme professeur d'histoire géo, c'est vous dire si j'ai vraiment dérivé, c'est terrible. Et je pense qu'on a tous eu un prof très chiant un jour ou l'autre à l'école, que ce soit en histoire géo ou autre, on a tous eu un mauvais souvenir. Comme on a eu un excellent souvenir, au moins d'un autre prof qui nous a fait aimer une matière. Et l'histoire c'est un peu ça, c'est que c'est un peu qui tout double. Soit on a le prof qui nous dit grand 1, on souligne en rouge, petit a, on souligne en bleu. Et c'est parti avec le machin à apprendre et à recracher. Bon, on ne peut pas en vouloir parce que c'est comme ça qu'on nous demande d'enseigner l'histoire, c'est-à-dire la grande histoire à bachoter, à recracher, puis à oublier 3 semaines plus tard. Parfois un peu plus, et ensuite il y a la petite histoire, et en fait ce qui est assez génial, c'est que la petite histoire permet de retenir la grande ou de s'y intéresser. Alors en la faisant vivre, et on peut prendre même des exemples, on parlait cinéma brièvement tout à l'heure, on pourrait prendre Titanic, qui pour longtemps ça a été une date et une tragédie avec des chiffres, pour beaucoup de gens ça vivait pas, et James Cameron qui a dit bon moi j'ai fait un reportage sur une épave, ça n'a pas marché, c'était sur le Bismarck. Il a fait ce truc-là, mais sur Titanic, il a dit bon, je vais rajouter une petite histoire, vaguement, on va en faire un film, et en fait, comme il y a une histoire, les gens sont là, ça m'intéresse, c'est trop bien, et après, ils se sont découverts une passion pour l'événement en lui-même. Et donc, les petites histoires, c'est des marchepieds vers la grande, parce qu'il faut attiser d'abord la curiosité, l'intérêt, et ça vient pas tout seul, surtout quand on dit, je vais commencer avec des dates et des chiffres. Pas toujours le plus palpitant, alors qu'une histoire avec un début et une fin, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors je vais quand même faire une comparaison un peu grossière, mais je vais rester limite, on est quand même sur un site un peu sérieux. J'ai donné des cours de marketing, je suis un escroc dans beaucoup de domaines. Et en début d'année, je dis à mes élèves, je leur parle de storytelling, donc l'art de raconter une histoire pour faire passer un message. Et je leur dis, ils sont à Bac+3, je leur dis, qui se souvient de ces cours sur la guerre froide en terminale? Alors là, personne. Qui se souvient de qui roulait des patins et qui en terminale? Alors là, par contre, ils ont une science extraordinaire de tout ça. Je leur dis, voilà, c'est le principe du si vous avez une histoire avec des personnages, un début et une fin, vous la retenez beaucoup plus facilement qu'une histoire théorique. Et c'est valable pour tout. Voilà. Et c'est vrai que tout ce qui est anecdote, tout ce qui est les petites rumeurs, les petites choses qu'on entend derrière le coin d'une porte, tout ça on vient à le retenir finalement. Oui, un peu trop, ça a été le problème avec mes élèves, parce que j'en ai beaucoup qui me retenaient surtout les anecdotes un peu débiles. Et au moment de l'examen, tu te retrouves avec les anecdotes débiles dans la copie, tu dis ok, alors ça c'est bon, t'as retenu. Par contre, le cours sur la guerre froide, vraiment, t'es pas au fait, visiblement. Donc non, mais c'est un vrai marchepied, puisqu'on parlait de vulgarisation, c'est toujours l'idée, on a le droit de pas aimer l'histoire, et la plus belle récompense qu'on ait quand on est auteur, c'est quand on a quelqu'un qui vient nous voir en dédicace, qui dit j'aime pas l'histoire, mais ça j'aime bien et ça m'intéresse. Donc j'ai commencé à m'intéresser à. Et donc quand on a mis le pied à l'étrier de quelqu'un, c'est top. On se dit qu'on a réussi quelque chose. Bon alors après j'ai aussi des gens qui sont venus me dire ah bah du coup je passe les concours d'officier parce que j'ai lu Petite Tête des opérations. Je dis, ça se passe pas toujours comme dans Petite Tête. Je pense que beaucoup ici pourraient en témoigner. Mais voilà, donc c'est donner goût à. Et après il y a des gens, on va dire beaucoup plus érudits que moi, et heureusement sur tous ces sujets-là, qui pourront, mais pour aller lire les livres de ces gens-là, il faut déjà le goût de la chose, et le goût de la chose, c'est comme tout, ça s'éduque. Voilà. Et du coup, pour justement amener un maximum d'informations, et puis on le dit, même d'un point de vue des sites internet, des forums, c'est vrai. Comment on en est arrivé justement à cette véracité? Quelles sont les sources? Alors, pour les sources, alors ce qui est bien, c'est qu'au tout début, donc en tant que prof d'histoire, on vit souvent au milieu, et
au milieu de livres historiques, enfin prof d'histoire et historien de manière générale, hein, donc on a pas mal de sources, donc on commence à grappiller des anecdotes, et aujourd'hui on vit quand même à une époque formidable, puisque grâce à Internet, alors je pense entre autres à Gallica ou au site Mémoire des Hommes, où il y a les journaux de marche des unités qui ont été intégralement scannés, on a des sources de premier ordre disponibles de n'importe où. Faire de la recherche n'a jamais été aussi facile, et par ailleurs, j'ai la chance, puisqu'il m'arrive de parler de l'armée française, d'avoir des régiments qui m'ouvrent leurs archives, ou qui proposent d'en envoyer en version scannée ou de m'inviter à venir les voir, donc pareil, des sources de premier ordre, et c'est pour ça que des fois j'ai des petits malins qui dans les commentaires des vidéos, puisque je fais des vidéos sur internet, me disent « Ah là là, ça c'est pas vrai, j'ai lu sur Wikipédia que… » donc là je leur tape gentiment sur la tête, avec mépris évidemment, en leur disant que bon là la source c'est directement les archives de la Légion étrangère, donc je suis assez sûr des dates et des chiffres qu'il y a dedans sur le parcours du soldat ou du régiment. Donc les sources aujourd'hui, c'est pas le plus compliqué. En fait, le plus dur, c'est de tomber sur une nouvelle bonne histoire. Et c'est là qu'on a des critères un peu compliqués. Parce que, il faut que ça soit vrai. Parce que des fois, quelqu'un nous dit, vous avez entendu parler de ça, et c'est pas vrai, ou c'est pas exactement comme ça, donc il faut aller vérifier. 2, il faut que ça fasse une bonne histoire. Des fois, on a des gens qui racontent quelque chose de formidable, mais ça fait pas un bon petit théâtre des opérations. Alors c'est cruel de le dire en ces termes, mais comme on est là pour faire rigoler un petit peu, si l'histoire elle est vraiment très très dure, très très triste, et que c'est pas un rebondissement, c'est la longue descente de quelqu'un, tu dis écoute, une bonne histoire, mais c'est peut-être pas pour le petit théâtre, on va peut-être trouver autre chose. Donc de manière un peu voilà, grossière, il y a un peu ce côté effet waouh, c'est-à-dire trouver un truc qui fasse dire aux gens c'est vrai, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà. Et là c'est un vrai boulot pour les trouver à droite et à gauche. Mais heureusement maintenant j'ai même comme on a suffisamment de lecteurs, c'est un peu la masse critique. Certains viennent en dédicace dire moi j'ai une histoire. Voilà, j'aimerais la partager avec vous, et ils la donnent, voilà, comme à Toulon pour la marine. J'étais un peu embêté parce que j'avais jamais rien raconté sur la marine, et donc j'ai un sous-marinier qui est venu me voir en me disant mais si vous voulez, je vous amène un bouquin sur le Casabianca, qui est donc le bouquin du commandant de bord. Et forcément, ça change un peu la donne parce que là, on dit ah oui, j'ai clairement un truc à raconter. Il y a des choses à dire sur la marine et autre chose que voilà, ce qui a pu être vu et dit. Donc c'était bien. Donc, merci aux lecteurs qui participent eux-mêmes à enrichir le petit théâtre. Surtout que c'est pas toujours simple parce qu'effectivement, il y a des épisodes qui sont, on va dire, plutôt, je dirais pas doux, parce que la guerre c'est un épisode tragique, mais c'est des épisodes qui vont plutôt être, je dirais pas facile, parce que c'est un terme aussi qui est pas forcément adapté, mais on le raconte beaucoup plus facilement qu'un épisode dramatique. C'est ça. Du coup, vous utilisez l'humour. Alors ouais, et justement, on a eu toute une question qui revient souvent, et on a même eu des critiques à ce sujet-là, c'est mais est-ce qu'on peut rire de la guerre? Alors voilà, vrai sujet, on va aller droit dedans. En fait, la question c'est, rire en fait c'est un outil, comme un autre, pour aborder des sujets, et il ne faut pas oublier que, c'est des proches qui disaient que l'humour est une forme d'exorcisme, donc quand on vit un truc un peu affreux, quand on arrive à en rire, ça aide aussi à évacuer certaines choses, et l'humour noir fait partie de ces outils-là. Et donc c'est plutôt que de se dire la guerre, je vais toujours en parler de la même manière, qui intéresse déjà le même public, qui en fait est déjà un public intéressé, comment aller le chercher. Et justement l'humour, c'est on va aller chercher des gens qui ne sont pas spécialement intéressés par la guerre, mais qui sont intéressés par rire, et on va les amener au sujet de la guerre, et par la suite ça pourra les amener à des commémorations, ça pourra les amener à des choses plus sérieuses, ça pourra les amener à… Donc l'humour c'est vraiment un outil, c'est pas antinomique avec la guerre, et surtout alors on fait attention dans la BD à pas manquer de respect. Alors déjà, on met pas du sang partout, on n'est pas là pour ça. Et 2, on manque pas de respect aux personnages qu'on cite. On essaie quand même de dire, voilà, c'est des gens, ils ont fait des vraies choses, d'où le fait qu'on rajoute des intercalaires à la fin de chaque histoire pour dire, 1, c'est vrai, et 2, des fois, apporter un éclaircissement un peu plus triste, un peu plus sombre sur la face réelle et sans rire des choses et de tout ça. Mais voilà, on peut en rire, mais il faut en rire d'une certaine manière. Je n'irai pas faire des bonnes blagues, effectivement, avec des nazis sur Auschwitz. Par exemple, là je dirais non, peut-être pas, non. Par contre, dire là il s'est passé un truc complètement improbable, genre le William Deporter, le destroyer qui tire une torpille sur son propre président par erreur et qui fait connerie sur connerie, il y a largement de quoi rire, donc on peut se faire plaisir. Puis bon, je pense que tous les régiments ont des histoires plus ou moins improbables de conneries qui ont été faites. Donc il y a encore de la matière. Et donc, c'est l'histoire, des fois, qui vient vers vous, les lecteurs, mais vos recherches. Et au cours de mes lectures, je me suis dit, mais la femme, elle est où, finalement? Elle a La femme. Je ne sais pas ce que c'est. Non, alors effectivement, pour tout ce qui est des questions, entre autres des femmes en guerre, c'est ça. Alors il y a deux choses. Au départ, on a voulu en mettre dans chaque album, mais il n'y en a pas dans le tome 3. Et là, évidemment, on va quand même le dire, c'est parce que, alors attention, l'instant publicité, regardez bien, ça va être très rapide. En mars, on a un tome spécialement dédié aux femmes en guerre.
voilà, qui s'appelle Toujours prête, qui est dessiné par Virginie Augustin, puisque Monsieur le Chien est en train de dessiner le tome 4, il est enfermé dans une cave avec des coups de fouet alors qu'il est. Le chien, si tu regardes YouTube, c'est que tu n'es pas en train de bosser. Et donc, on a gardé des personnages pour ce hors-série-là, ce spin-off, qui va être consacré à ça, puisque justement, quand on parle de femmes dans l'histoire, et pourtant ces 10 dernières années, avec la vague féministe, on a eu beaucoup de personnages historiques féministes qui ont été évoqués, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que moi, au bout du 50e truc sur Rosa Parks, je pense que je commence à connaître Rosa Parks. Par contre, Louise de Bettini ou autre, voilà, ou des pilotes russes, on s'en fout un peu. Donc au bout d'un moment, on se dit que ça serait quand même bien de varier un peu les plaisirs. Donc, tout comme justement, il y a déjà énormément de production sur tout ce qui est militante civile. Donc là, on s'est dit, on va pas faire doublon avec tout ça, ça n'aurait pas de sens, puis ça a déjà été dit et ça a été très bien fait d'ailleurs. Mais sur les femmes en guerre, il y a beaucoup moins de choses, donc d'où cet album à part, et puis d'où le fait que dans les premiers albums, on en garde. Alors des fois en bien, des fois en mal. Mata Hari, on n'en dit pas trop du bien quand même. Mais on a quand même des gens qui viennent nous dire, moi c'est ma préférée, c'est mon héroïne. D'accord, donc quelqu'un qui vend tout le monde, c'est ton héroïne, très bien, faut pas habiter à côté de chez toi. Bon. Et le deuxième point, c'est voilà, cette pilote russe Anna Yegorova dans le tome 1, c'est l'occasion justement de parler des pilotes russes qui sont assez méconnus. Déjà, beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y avait une armée de l'air en Russie à l'époque, c'est pas ça dont on parle le plus. Mais en plus des femmes pilotes qui n'ont pas toutes été dans le régiment des sorcières de la nuit, comme on dit, c'est pas non plus les plus connus. Donc on en a d'autres. On en a plein. En France, on n'a pas manqué de résistantes aussi, qui ont fait des trucs assez impressionnants. Donc, et surtout assez impressionnants, conneries aussi à l'appui, parce que genre le parcours, il y a des parcours assez intéressants, donc, dont on parlera dans Toujours prête. Mais non, sur la femme en guerre, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, et des fois je suis même emmerdé, parce que j'ai des bons profils, mais qui ne font pas les bonnes histoires petit théâtre, et donc je suis toujours en train de chercher comment on va faire. Ouais. Et faut pas oublier aussi que pour l'instant on fait des BD sur les 2 guerres mondiales, mais sur la chaîne YouTube et même sur les futurs BD, on ne s'interdit pas de remonter plus avant dans le temps. Et moi j'aimerais vraiment faire un gros truc sur Madame sans gêne, et pas le personnage de théâtre, vraiment sur celle qui cassait son sabre sur le crâne des mecs en étant dans le régiment de dragons et qui avait à moitié insulté Napoléon, enfin bref, qui était très en forme et qui était un très bon personnage. Voilà, donc on a de la ressource et on compte bien s'en servir. Et par rapport à ces personnages qui sont présentés, il y a la notion finalement d'oubli. Oui. Ce sont des personnages qu'on ne connaît pas toujours. Alors non, et on s'est aussi posé la question de comment on peut se retrouver avec des personnages qui font des trucs incroyables, qui n'ont pas eu de film. Alors déjà, allez, on va faire quelques caricatures. En France, si tu fais pas un film sur la crise de la quarantaine, tu fais pas un film. Donc les films de guerre, c'est pas les plus populaires, ça coûte cher, c'est chiant, c'est bon. Donc on n'en fait pas. Donc déjà, on a peu l'occasion de parler de ces personnages-là. Et puis après, on a cette peur, qui est souvent la peur. On sent que la Seconde Guerre mondiale est passée par là. C'est la peur du ouais, mais si j'ai des héros un peu patriotes, ça ne serait pas un peu nationaliste, et nationaliste, ça serait un peu... Et souvent, c'est un discours qu'on entend parce que nous, on en parle avec d'autres auteurs de BD, et il y a toujours un peu cette peur du ouais, mais quand même, c'est des héros français, c'est un petit peu... Alors, je dis, mais alors, explique-moi par quelle magie tu arrives à m'associer héros français et fascisme, parce que des fois, on a ce rapprochement-là où tu vas expliquer comment des militaires morts sur la frontière pour arrêter les nazis en 1940 sont plus nazis que les nazis. Je te regarde, ça va être très intéressant, mais il y a toujours cette peur-là, donc cette notion d'oubli. C'est pour différentes raisons. Un, parce que voilà, il y a cette peur du héros, de cette figure un peu patriotique, on va le dire. Deux, c'est aussi parce qu'à l'école, et là c'est pas tant la faute de l'école, c'est aussi parce que c'est une faute de temps. À l'école, on aborde beaucoup de choses en peu de temps, on n'a pas le temps de s'arrêter sur des parcours individuels. Souvent, on lit 2 lettres de Poilu quand on fait la Deuxième Guerre mondiale, une lettre sur la résistance ou 2 quand on fait la seconde, et on avance. Donc on a très peu l'occasion de parler de parcours individuels qui pourtant peuvent être passionnants. Alors c'est là qu'on se dit ça devrait être dans le milieu des arts, mais dans le milieu des arts, il y a cette peur. Et nous on a eu des prises de bec avec d'autres auteurs parce qu'on nous a clairement dit, on nous a même demandé de retoucher la BD certains, en disant mais là vous dites quand même du bien de l'armée française, c'est pas bien. Et là tu te dis, on part de loin quand même. Donc c'est des discours un peu étranges, mais que l'on voit. Et par rapport aux différents personnages qui sont représentés, des fois, sur certaines cases, on se pose la question de savoir est-ce qu'il était vraiment comme ça. Comment ça s'est passé justement, cette relation que vous avez eue avec le dessinateur, justement, pour avoir justement cette représentation
plus vrai que nature de ces personnages? Alors, déjà, on essaie de dire le maximum sur les personnages pour avoir des traits de personnalité. Souvent, on en prend un ou deux qu'on exagère. Ou, dans certains cas, genre là, on raconte une histoire d'un chien dans le tome 4. Oui. Alors là, pour trouver la personnalité du chien, de Soivre. Donc, ce qu'on fait, c'est on décide de dire on va s'appuyer sur tel élément de telle histoire et on va en faire son trait de personnalité récurrent en disant ça fera un peu le running gag qui va faire tourner la BD. Donc, ça, c'est le choix. Mais ensuite, sur les dialogues, on se laisse vraiment très libre. Et là, c'est le dessinateur qui, par contre, sur les visages et tout, se fait plaisir. Moi, je ne sais pas dessiner, donc quand j'envoie un scénario, il y a beaucoup de scénaristes font des storyboards, donc avec vraiment du dessin et tout. Moi, si je dessine, personne ne va rien piger, donc je fais du texte. C'est une méthode, donc je dis, voilà, le personnage est debout, il est tourné vers la gauche, il parle à un tel, et ensuite je laisse le dessinateur faire sa magie. Et comme le dessinateur, c'est un vrai passionné, il fait ça avec plaisir, et quand je reçois les planches, ça n'est jamais ce à quoi je m'attendais, et c'est ça le plaisir, c'est qu'il a suivi la consigne, il a fait un truc super, c'est pas comme ça que j'imaginais, et c'est toujours encore mieux, donc à chaque fois je lui dis, écoute, on va continuer comme ça, et oui, après des fois on dit à tel personnage, comment on va gérer tel ou tel élément, comment on peut représenter ça, et il y a même des moments où ça peut être confus, parce que des personnages se ressemblent, on peut les confondre, il y a deux bornes dans la même histoire, ou ce genre de choses, et donc là, des fois on trouve une astuce avec un uniforme, un brassard, un masque, il faut toujours trouver quelque chose pour que la lecture soit facile. Voilà. Là après on rentre dans des codes un peu non dits. Le but du jeu c'est juste que la personne dise « Allez, j'ai 2 minutes pour lire une histoire, je veux la lire, je veux comprendre sans savoir à la relire, il faut que ça soit simple, efficace, et qu'à la fin ils se disent « Ah bon, c'est vraiment arrivé ?» Et là on lui met l'intercalaire avec la photo, plus de détails, ce genre de choses. Alors Marty, on a évoqué ce côté de parallèle avec l'histoire contemporaine. Donc à plusieurs reprises, au cours de ma lecture, que ce soit dans le premier, deuxième et troisième tome, on a des références à certains personnages. Alors je ne citerai pas toutes les bandes, enfin tout ce que j'ai vu, mais je sais que j'ai vu Marsupilami, j'ai vu des tasses Hello Kitty. C'est bien normal. Alors ça c'est le dessinateur. En fait le dessinateur s'ennuie ferme parfois, le pauvre il est malheureux, comme je vous dis, il est enfermé dans une cave avec des granolas, c'est sa seule nourriture. Et vous pouvez lui demander en plus, il parle souvent des granolas, c'est terrible. Bref, il a toute liberté pour se faire plaisir et souvent il rajoute des détails débiles en fond de case. Au départ on a dit bah ok, et puis en fait on s'est aperçu que énormément de lecteurs adoraient ça, c'était la quête du détail débile. Et pour tout vous dire, il y a tellement de détails débiles qu'au Mans ils avaient agrandi des planches pour une exposition, donc il y avait une planche qui était grande comme un mur. Et c'est là, en passant devant, que j'ai vu que dans la poubelle, il y avait un CV camouflé sur une case, qui était le CV de Monsieur le Chien et tout. Je me suis dit, même ça, en ayant relu la BD 4-5 fois, puis en l'ayant vaguement scénarisé quand même, j'avais rien vu. Donc même moi, je continue de découvrir des choses, et des fois, il cache des trucs qui sont soit des piques à mon encontre, soit des petites blagues entre nous. Bref, il se fait largement plaisir. Le but du jeu, c'est de rappeler que c'est de l'humour, avec ce genre de détails, en disant non, ça s'est pas exactement passé avec ces dialogues et ces postures-là à ce moment-là. Ça reste de l'humour, voilà. Mais le détail débile, c'est toujours bien. Détail débile, mais aussi détail historique. Parce qu'en fait, à plusieurs reprises, j'ai vu des petites choses qui m'ont amené à faire mes propres recherches et à vérifier. Pour exemple, la barque de Sans Souci. Il y a beaucoup de choses comme ça, des petits détails qui, comme si vous les mettiez. Il y a un petit truc qui se passe là, allez voir plus loin. Voilà, exactement. Et là, sur le dernier tome, on a même eu un lecteur qui nous a écrit un peu... il se posait des questions parce que on a mis à un moment des marins qui lisent un journal dont la une est « Nos amis allemands arrivent ». Et le journal, c'est l'Humanité. Et donc forcément, tout de suite, la polémique. Et donc, c'était, cherche un peu, tu vas voir que, oui, l'Humanité a été interdite de publication parce que, suite au pacte germano-soviétique, ils étaient étrangement amis avec nos amis moustachus. Et donc, voilà, et c'est la première chose qu'ils ont faite, d'ailleurs, quand l'occupation a commencé, ça a été d'aller voir les autorités allemandes pour demander très officiellement, peut-on être publié, s'il vous plaît, chers camarades. Donc bon, après, quand il y a eu une petite blitzkrieg du côté de l'URSS, ça a un peu changé de ton, mais en attendant, c'était juste ce détail-là, ça a permis au lecteur de découvrir un pan qui ne connaissait pas forcément, mais lui au départ ne comprenait pas, mais comment vous permettez d'écrire ce genre de choses? Il dit, regarde, fais ta recherche. Donc le but du jeu, c'est, voilà, non seulement on met des bêtises, mais des fois on met un petit truc, faut que ça pique la curiosité, l'important c'est que ça intéresse. On en revient à la vulgarisation par tous les moyens. Après, bon, des fois on fait aussi des blagues un peu honteuses, ou on fait des parallèles avec l'histoire contemporaine.
Voilà, on donne bien la Légion d'honneur à des pigeons, voilà, c'est quand même le fond d'une des histoires, bref. Il y a beaucoup de petites anecdotes, des petites choses. Enfin, moi, j'avoue que le premier tome en particulier, je l'ai lu dans le train, j'ai rigolé. Les gens, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce Ça fait qui se plaisir, passe merci. Et en fait, j'étais pliée, et en fait, j'ai demandé à mon papa hier, quand j'étais en train de travailler, il me dit, mais c'est génial. Et en fait, il a juste lu la première histoire du tome 1 et il a envie d'aller plus loin. Et ben, la première histoire du tome 1, qui est donc les fusiliers marins bretons, alors ils n'étaient pas tous bretons, mais c'était une immense majorité de bretons, c'est celle qui marche le mieux, c'est celle que tout le monde nous parle, et pourtant c'est la première qu'on a faite, et c'est celle où chez Fluide Glacial, qui sont très bien, c'est là où nous avait dit qu'elle est quand même un peu bavarde, hein, il y a beaucoup de cases, faudrait être un peu plus léger, et en fait c'est celle qui marche le mieux, vraiment. Je pense qu'il y a un fond de nationalisme breton qui traîne quelque part, mais voir ces tout petits bretons pieds nus qui chantent la digue du cul face à l'ennemi, voilà, ça a une certaine popularité semble-t-il. Donc oui, voilà, ça mène à tout. D'ailleurs, cette année, grâce entre autres à cette BD, on a la marine qui s'est intéressée à tout ça. Donc l'an dernier, j'étais avec la mission Jeanne d'Arc, c'est vous dire si ça mène à tout de faire des BD. Et cette année, j'y retourne, pareil, et ça sera à bord de Dismude, donc justement, j'espère qu'on pourra mettre de la BD Dismude partout grâce à ça. Exactement, genre regardez, pourquoi ils portent ce nom, des marins pieds nus, des bouis canards, tout ça. Bref, bon, la bouis canard, ils vont voir le truc, mais ça devrait bien se passer quand même. Et du coup, vous arrivez justement à développer des histoires qui nous sont méconnues au travers de l'humour. Et moi, en fait, j'ai noté quelques anecdotes et je voulais savoir si vous pouviez nous en parler un petit peu. Alors, j'en ai toté plein, j'arrivais pas à faire mon choix. Très bien. Donc, alors, il y en a parti, tellement. Les petits papiers auront raison. Voilà, donc je me suis dit, je laisse le soin de piocher. Ça fait très loto quand même comme méthode, mais c'est pas grave. Un singe dans un avion, mais bien sûr. Donc je vois à quoi ça fait référence. Ça c'est une des histoires. Donc c'est l'histoire très particulière d'un pilote qui avait un singe avec lui quand il pilotait et qui avait une autre particularité qui était que c'était un pilote américain qui était noir, donc Eugène Bullard. Et c'est une des histoires un peu tristes, hein, on va dire, du dernier tome, c'est dans le tome 2, sur justement, en plus c'est l'actualité, j'ai eu la question de cette semaine, on m'a dit, regardez, il y a un film sur les tirailleurs qui sort, il faut parler du racisme durant la Première Guerre mondiale, et on se dit, alors, effectivement, on peut parler des tirailleurs, de ce qui s'est passé après, du fait qu'entre autres les pensions ont un peu de mal à tomber pour les tirailleurs africains, bon bref, ça a mis quelques décennies. C'était aussi la question qu'on aborde moins, qui est qu'à l'époque, en France, il y avait des gens de couleur dans l'armée française, et pas seulement chez les tirailleurs, et entre autres, des gens venaient d'un peu partout, parce qu'on n'avait pas les mêmes droits en France que dans d'autres pays. Et donc Eugène Bullard, alors je la fais vite fait, Eugène Bullard, c'est un petit-fils d'esclave américain, qui très jeune a perdu maman, ensuite papa a failli se faire lyncher, bref, la vie aux États-Unis en 1900, c'est le bonheur quand tu es noir. Et papa lui dit, va en France, parce qu'en France, tu devrais avoir des droits à peu près corrects. Et donc il saute dans le premier bateau qui doit l'emmener en France, sauf que pas de bol, il n'a pas regardé vers où partait le bateau, donc il finit en Écosse. Et en Écosse, ils disent, c'est intéressant, ce personnage d'une couleur tout aussi intéressante, si on en faisait une cible dans un cirque pour le lancer de couteau. C'est bien normal. Donc il commence sa carrière comme ça, mais il s'avère qu'il va devenir boxeur, c'est un excellent boxeur, qui débarque à Marseille, s'installe en France, et effectivement se retrouve bien traité, ce qui le surprend un peu. Raison pour laquelle, quand la Première Guerre mondiale va éclater, il va s'engager dans la Légion étrangère en disant si les Allemands passent, ça sera peut-être plus la même, et moi j'ai été bien accueilli, je vais défendre mon pays. Il le fait, il est blessé en 1915, et il ne pourra plus piloter parce qu'il a pris une balle, il ne pourra plus marcher correctement pour le combat, puisqu'il a pris une balle dans la jambe. Et on lui dit, écoute, tu peux quitter l'armée. Ce à quoi il répond, non, au contraire, moi si je peux plus marcher, je peux toujours piloter. Donc on l'emmène à l'escadrille Lafayette, qui à l'époque s'appelle le Corps Lafayette. Et là, il y a tous les volontaires américains, puisque les États-Unis ne sont toujours pas entrés en guerre à cette époque. Et donc on va lui filer un avion, un uniforme de l'armée de l'air française, et lui dire c'est parti, pars au combat. À l'époque, il n'y a pas de pilote noir, donc quand le pauvre Hans se faisait abattre par un pilote noir qui en plus emmenait comme mascotte un singe à bord, forcément tout le monde pensait que Hans était bourré, parce que raconte ça à la base, j'étais abattu par un mec avec un singe, en plus le type était noir. Merci Hans. Et donc il est très très bon, et là où c'est intéressant, c'est quand les États-Unis rentrent en guerre, ils récupèrent toute l'escadrille Lafayette, ils disent promotion pour tout le monde, parce que comme on entre en guerre, il faut des formateurs pour nos pilotes, donc vous êtes tous promus pour justement former nos futurs pilotes, sauf que quand ils voient débarquer un noir, ils disent mais excusez-moi ami français, vous avez autorisé un noir à piloter? Ils disent oui, nous on ne voit pas le problème. Donc ils disent non, lui vous me le dégagez. Donc on lui coupe les ailes, il est interdit de piloter. Même dans l'armée française, là, les Américains font pression parce qu'il ne faudrait pas que ça donne des idées, un noir qui pilote, donc il est là aussi dégagé.
Et c'est pas grave, à la fin de la guerre, non seulement il retourne dans l'infanterie, alors dans des postes moins combattants, mais à la fin de la guerre, il décide de rester en France. Il va participer à faire connaître le jazz, puisqu'entre autres, il monte un club de jazz après avoir bossé dans le milieu. Il va être pote avec Joséphine Baker. Bonus, parce qu'à l'époque, je vous rappelle que donc il est patron de boîte de nuit, enfin patron de club de jazz, mais il est aussi ancien soldat, légionnaire, donc justement pilote et ancien boxeur, donc ça commence à faire beaucoup. Donc il se bat avec quelques Américains qui rentrent dans son bar et qui ne comprennent pas pourquoi une blanche danse avec un noir. Là, il lui dit écoute, t'es en France et je vais te péter la gueule, ce qui fonctionne bien. Et bonus, les Allemands qui cherchent un endroit où ils peuvent se réunir avant la Seconde Guerre mondiale pour, entre espions, discuter un peu, se disent mais qui ne peut pas parler allemand? Mais un noir, bien sûr. Donc ils vont dans son bar, sauf que pas de bol, il parle parfaitement allemand, de par son passé. Donc il les écoute en servant du champagne, et toutes les infos qu'il récupère, il les balance, donc il devient espion. Ça commence à faire un CV long comme le bras, quand même. Et la Seconde Guerre mondiale éclate, il est toujours motivé, il retourne au combat, il est à nouveau blessé devant Orléans. Sauf que là, on lui dit, écoute, t'es blessé, la France va tomber, on t'évacue aux États-Unis. Et aux États-Unis, à la descente du bateau, ça on n'a pas pu trop le glisser dans la BD, il y a une association d'aide, donc qui est la Légion des combattants américains, qui donne de l'argent et une nuit d'hôtel pour tous les blessés, sauf à Eugène, puisqu'il est noir. Donc, ça fait plaisir d'être de retour au pays. Et il va devenir garçon d'ascenseur, puisqu'il n'y a pas d'autre métier auquel il a droit. Donc il se retrouve garçon d'ascenseur, se fait péter la gueule par la police une paire de fois, et au bout d'une petite décennie, garçon d'ascenseur, il se trouve qu'il bosse au Rockefeller Center, qui à l'époque héberge la plus grande émission de télévision américaine. Et le présentateur dans l'ascenseur se retrouve avec lui et découvre que le mec qui appuie sur les boutons pour lui depuis des années, c'est un ancien légionnaire pilote espion qui a plus de 13 médailles, bref, c'est correct. Donc il lui fait venir dans son émission, encore habillé en groom d'ascenseur, pour qu'il puisse raconter son histoire. Donc Eugène Bullard est connu aux États-Unis seulement à ce moment-là. Entre-temps, comme on est français, on aime bien foutre la merde, le général de Gaulle est passé une paire de fois à New York dire « Vous avez un vrai héros là, ça serait bien d'en parler ». Il l'a invité à raviver la flamme du soldat inconnu, bref, il passe son temps à faire des trucs pour essayer de le faire connaître. Il est décoré par les Français à New York en public pour essayer vraiment de le populariser. Sauf que, déjà à l'époque, ça passe pas bien chez les Américains. Ensuite, il a écrit sa biographie, mais les éditeurs américains ne veulent pas le publier au motif que c'est pas crédible. T'as fait trop de trucs, pas possible. Donc c'est refusé, et quand il va mourir, ils vont refuser de l'enterrer, en disant quand même pas dépenser de l'argent pour un noir. Et c'est l'armée française qui va envoyer une délégation sur place s'occuper de l'enterrer. Et donc aujourd'hui il est toujours enterré dans le Queens, là où il a été enterré par l'armée française, et son dernier vœu, ça a été d'être enterré dans son uniforme de la Légion étrangère, puisque c'est le seul pays qu'il a traité à peu près correctement. Donc c'est l'autre versant des choses, puisque quand on parle justement de la question entre autres des tirailleurs, on voit le côté raciste, surtout le côté colonial et du fait qu'on a fait bien des choses. Il y a aussi l'autre versant qui lui est justement aussi moins souvent abordé parce qu'on a toujours peur de passer pour le salaud de service en disant comment tu ignores les questions racistes au début du XXe siècle. Non, mais il y a les deux versants et les deux versants sont intéressants. Et Eugène Bullard a été victime de ça puisque vous voyez aujourd'hui on l'a oublié. Alors que c'est quand même un héros de couleur entre deux pays. Et son histoire, elle est complètement passée à la trappe. Il apparaît brièvement dans le film Flyboys, qui est un film qui est sorti directement sur écran, c'est vous dire le succès, mais il est vraiment brièvement abordé, et c'est pas son histoire complète qu'on évoque. Voilà. Son logo, c'était un cœur avec un poignard et du sang qui coule, avec tout sang qui coule et rouge, ce qui en dit long sur comment il abordait les choses. Voilà pour Eugène Bullard, et qui effectivement pilotait avec un singe. Vu, vous jetez les cacahuètes et je raconte des trucs, c'est pratique. C'est comme un jukebox, mais en aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Du viennois au liégeois. Justement, je me suis fait un café du viennois l'autre jour, j'y ai pensé. Enfin, un café liégeois, justement. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au XXIe siècle, quand il y a un problème n'importe où dans le monde, on fait un hashtag. Sur Twitter, tout le monde dit priez pour telle ville ou soutien complet à l'Ukraine, tout ça c'est super parce que c'est connu, un hashtag, ça règle tout. Mais on ne l'a pas inventé puisque en 1914, quand les Allemands ont bombardé Liège, les Français ont dit oh là là, faut qu'on fasse quelque chose, il faut absolument qu'on sévisse, comment on pourrait les punir? Je sais pas, on leur péter la gueule. Non, on va faire mieux. On va renommer le café viennois, donc le café Chantilly, en café liégeois. Vous êtes bien feintés maintenant. Donc les Autrichiens ont dû dire ok. Si tu veux, ça fait très peur. Et on va aussi renommer la station Berlin en station Liège. T'es bien feinté. Ok, cool. Voilà, et donc ça c'est ce genre de guerre symbolique qu'en fait on fait depuis plus d'un siècle. Ça sert pas à grand chose, mais ça fait plaisir aux gens qui le font, je pense, de se dire que je suis utile.
Oui, de renommée. De renommée, voilà. Renommée, on aime bien. Renommée, c'est très à la mode. Donc, on l'a pas inventé. Hein. Si quelqu'un vous dit « Oh là là, c'est à la mode de tout renommer en ce moment », en fait, ça l'a toujours été. Voilà, mais c'était le moment pas bien utile. Donc, quand vous prenez un café liégeois, en fait, c'est un café viennois. Et c'est pour ça que selon les pays, c'est pas un café liégeois, c'est un café viennois, grâce à l'ancêtre du hashtag. Bravo à lui. Ah là là, je sais pas si c'est bien mélangé. Des jambes pour piloter. Mais oui, mais bien sûr. Alors celui-là, justement, on en parle dans le tome 2. Donc je vous rappelle que dans le petit théâtre, on parle de héros de tous les pays. C'est le but. Y compris d'ailleurs, on va parler de personnages allemands à un moment. Donc, entre autres, un général qui a été invaincu en Afrique et qui est le seul général qui a dit, alors désolé YouTube, quand Hitler a tenté de recruter au début de la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé un petit incident, je le glisse tout de suite, que moi je trouve très drôle. C'est qu'un historien américain a enquêté sur ce moment et a dit, il allait voir l'attaché de ce général et lui a dit « Est-il vrai que lorsqu'Hitler a tenté de recruter votre général a répondu « Va te faire enculer ». Et donc l'attaché a répondu « C'est vrai, mais il ne me l'a pas dit aussi poliment ». Voilà, qui est toujours une belle histoire, donc on aura l'occasion de parler de lui. Mais pour des gens pour piloter, c'est justement Douglas Bader. Douglas Bader, qui est un pilote anglais, qui a eu un grand moment, puisque Douglas étant un peu con, il faut le dire, toute sa jeunesse, on lui a dit arrête de faire le con avec une voiture, il n'a pas arrêté, arrête de faire le con avec un avion, il n'a pas arrêté, et donc un jour il a tenté de faire un tonneau au ras de la piste, ce qui est toujours une bonne idée, et pas de bol, il y a une aile qui a décidé de voir la piste d'un peu plus près, donc il a perdu les deux jambes. On lui a dit piloter c'est terminé pour toi, mais au début de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y avait besoin de tout le monde, et qu'il a un peu insisté avec du piston, il a été rappelé, et il a dit, vous inquiétez pas, regardez comment je décolle comme un as. Il a décollé et il s'est réécrasé et il a reperdu les deux jambes. Ça tombe bien, heureusement elles étaient en alu, donc cette fois ça allait mieux. Mais il a été réaffecté à une escadrille combattante et c'est là qu'on a découvert ce grand moment de cinéma. C'est que quand on tourne dans un avion, quand on tourne fort, on prend des jets, le sang descend, et quand on n'a pas de jambes, le sang à un moment il ne peut pas descendre plus bas. Résultat, il pouvait faire des virages plus secs, et donc les mecs ont dit putain, mais en fait il est bon, c'est pas mal, donc doit-on couper les jambes de tous nos pilotes? Non. Mais un pilote sans jambes, en fait, c'est pas mal. C'est effectivement donc comme ça que c'est devenu un personnage assez intéressant, puisque non seulement c'était un symbole, un pilote blessé qui retourne au combat sans les jambes, mais en plus c'est rapidement devenu un as, jusqu'au moment où il a été abattu au-dessus de la France. Alors il y a tout un débat sur est-ce qu'il a été abattu ou est-ce qu'il y a un autre avion qui lui rentrait dedans. Toujours est-il qu'il s'est éjecté. Et qu'au moment de s'éjecter, il a perdu une jambe. C'est bien normal. Donc les Allemands ont vu tomber un pilote unijambiste et la jambe qui lui restait était en alu. Donc ils ont dit putain, ils n'ont plus que ça à nous envoyer, c'est quand même un peu malheureux. Ils l'ont capturé et de là, il leur a fait son numéro de Douglas Bader, c'est-à-dire je suis si triste, je n'ai qu'une jambe, aidez-moi. Donc les Allemands ont dit allez, d'accord. On appelle les Anglais sur les trucs radio de secours et on leur dit si vous avez une jambe en alu de rechange pour Douglas Bader, on ne vous tirera pas dessus, merci de passer la larguer. Les Anglais étant pas toujours très sport, ils sont venus la larguer, mais d'abord ils ont fait passer des bombardiers. Après tout, on avait dit qu'on tirait pas. Bref. Donc, ils ont quand même largué la jambe. On a les photos dans les archives qui existent des Allemands en train d'ouvrir la caisse avec marqué une jambe pour Douglas Bader et où il y a effectivement une jambe artificielle. Sauf que du moment où il a eu deux jambes, il s'est mis à courir pour s'enfuir. Donc, ils n'ont pas arrêté de tenter de le courser. Ils ont plusieurs fois menacé de lui confisquer les jambes parce que ça commençait à bien faire M. Bader. Et il y a un as, Adolphe Galland, qui était un as allemand, qui est rapidement devenu ami avec lui parce qu'il était intéressé par cette histoire de pilote sans jambes. Et Bader lui a même fait le coup de « je pourrais voir votre avion », bien sûr, et une fois près de l'avion, il a dit « je pourrais l'essayer », donc là Galland lui a dit « écoute, me prends pas pour un con non plus, on va arrêter les bêtises ». Donc ils sont devenus potes, et il a tellement tenté de s'évader qu'à la fin, ils ont dit « écoute, on t'enferme à Colditz, parce que là ça commence à bien faire ». Donc il a fini la guerre au trou, et quand il est sorti, il a consacré le restant de sa vie, entre autres, aux droits des personnes handicapées, en disant, regardez, on peut ne pas avoir de jambes et faire des choses tout à fait extraordinaires, ce qu'il a prouvé à de nombreuses reprises. Il a continué à piloter. Il avait une personnalité un peu particulière, puisqu'il a été invité par Galland à une réunion de vétérans de la Luftwaffe. Et quand il est rentré, il s'est exclamé « je ne pensais pas qu'on avait épargné autant de salauds ». Donc c'est toujours une bonne entrée en matière quand tu débarques. Et à la fin de sa vie, c'est en revenant d'une réunion de vétérans, justement, qu'il est mort dans un taxi. Et aux funérailles, s'est présenté Adolphe Galland, et justement, c'est une bonne histoire de cette espèce de liens qui peuvent nouer des ennemis, et particulièrement à cette époque, dans ce côté un peu chevaleresque de l'armée de l'air, et c'était assez symbolique de voir les liens qu'on pu se nouer, et cette histoire de pilote qui, sans jambes, a quand même très largement assuré, et reste aujourd'hui un modèle pour beaucoup de personnes handicapées.
Surtout vous avez prouvé finalement que le fait de ne pas avoir de jambes, ça permettait... Ça avait des avantages, voilà. Exactement. Ah non, mais en plus, les perdre plusieurs fois, c'est quand même pas mal. Ça qui ciblait vraiment les parties qui perdaient à chaque fois. C'est le talent. Voilà. Bon, on pourrait parler d'autres personnes qui aussi avaient des handicaps, mais il y en a un, c'est Adrian Carton Dewart. J'aurais pas en une BD entière, je ne ferais jamais tenir son histoire. Parce que le mec a fait 3 guerres, eu 11 blessures, et à la fin, il lui manquait un bras, il boitait, il n'avait plus qu'un œil, et c'était encore une terreur face à l'ennemi. Comme quoi. Lâcher les Bretons. Ah ben voilà, on va parler nationalisme breton. Voilà, donc il faut poser 2 questions. Où est Nantes et où est le Mont-Saint-Michel? Comme ça, on commence tout de suite à mettre le semer le chaos dans cette jeu. Ben voilà, donc on sait très bien que le Mont-Saint-Michel est en Normandie. C'est arrêté, c'est officiel. Voilà. Bref, malgré des rumeurs tenaces. Pour nos amis bretons, alors effectivement, il y a eu cette BD qui s'appelait C'est la faute au Midi, où au début de la Première Guerre mondiale, quand des régiments se sont repliés face aux Allemands, on a dit ah, c'est les régiments du Midi, c'est des feignasses. Et puis après, on a eu la version 2 qui a été bon, on est en train de se prendre une pile quand même au début de la guerre, on recule pas mal, les Belges ont besoin de renforts, qui on pourrait envoyer pendant que nous on se replie sur la Marne, qu'on pourrait sacrifier. Et là, on se dit mais on a plein de gens sur les bateaux. On n'en a pas grand chose à faire, on va les balancer. En plus, c'est des Bretons, je veux dire, c'est des mangeurs de crêpes. On y va. Donc, on a fait descendre tout le monde, les cuistots, les mécanos, enfin tout ce petit monde. On leur a filé des fusils, on leur a dit voilà, vous allez défendre Paris pour commencer, ça permettra de libérer des troupes. Puis en plus, vous l'aviez déjà fait par le passé. Donc à l'époque, quand tu débarquais à Paris, qu'il y avait des gens à pompons dans les rues, ça excitait un petit peu le Parisien qui avait jamais vu ça, un petit Breton à pompons, il trouvait ça très joli. Donc le Breton étant un peu taquin, il pouvait clairement péter la gueule aux Parisiens curieux. Et ensuite, on leur a dit, vous allez aller à Dixmude, puisque vous devez retarder l'ennemi durant 4 jours. 4 jours, mais ils sont combien? Ils sont seulement 10 fois plus, ça va bien se passer. Alors il y avait quand même des Belges sur place, mais quand les Belges ont vu arriver ce qu'on leur filait, c'est-à-dire un régiment qui n'était même pas un régiment, 2 mecs qui n'ont pas hésité à balancer les chaussures parce que pieds nus c'est quand même plus confort, qui en plus parlaient breton et chantaient du chant marin, là ils se sont dit on se fout quand même clairement de notre gueule. Bon. Mais le breton étant joueur, voilà, le breton tient bien, c'est l'amiral Ronarc, enfin le contre-amiral Ronarc, qui à l'époque a compris comment ça fonctionnait, puisque quand les Allemands bombardaient, il a dit pas de souci, on va se planquer dans les caves parce que les soldats, les marins sont habitués à l'enfermement, ils vont bien tenir. Quand ça a un petit peu insisté, il a dit bon, on va faire du chant marin pour remonter le moral, parce qu'en pleine tempête, on a l'habitude, faisons du chant marin. Et quand les Allemands ont eu marre parce que ça tenait, ça chantait, ça faisait n'importe quoi, ils ont dit on a une troupe de choristes en face de nous, ça commence à être nawak, en plus ils jouent du biniou, pas possible ça. Ils ont dit bon allez, là on envoie le 420 qui est quand même fait pour détruire les forteresses, et là ça a fait un petit peu mal aux Bretons, qui pourtant depuis le début les retenaient bien. Donc c'est là que le roi des Belges, avec Conseil des Français, a eu cette grande idée qui consistait à faire sauter les digues autour de Dixmude pour noyer le secteur. Je rappelle que la Belgique a une partie qui est restée sous l'eau durant les 4 années du conflit. Et donc quand ça a été envahi d'eau, c'est là que les Allemands ont découvert un problème, c'est que qui se comporte le mieux dans un secteur plein d'eau? Le marin, bizarrement, plus encore quand il est breton. Ça lui rappelle la maison. Donc ils se sont retrouvés avec des assauts de mecs qui nageaient, qui venaient leur casser la gueule et qui repartaient en nageant, donc c'est toujours un concept intéressant, ou qui se promenaient là-dedans tranquillement. Donc les Allemands sont quasiment devenus fous, en ont eu marre. On avait demandé aux marins, ils devaient se sacrifier, on supposait que ça sacrifiait, de tenir 4 jours. Au final, ils ont tenu 3 semaines, tranquille, merci, bonsoir. Et à la fin, c'est quand ils sont partis, ils ont laissé leurs blessés derrière eux, se sont barrés, ont quand même perdu la moitié de leur effectif durant les combats. C'est vous dire qu'ils avaient beau faire des chants rigolos, quand ils se battaient, ils rigolaient moins. Et malgré tout, là il a fallu le reconnaître, on s'est dit bon, vous êtes un vrai régiment, donc c'était le régiment des fusiliers marins. Ils ont reçu leur drapeau au retour à la maison. Et ça a été le début, effectivement, des fusiliers marins. Donc quand on veut exciter un fusilier marin, on peut certes le nourrir de yaourt et le taper sur les barreaux, mais on peut aussi lui parler de Dixmude, en général, ça le motive un petit peu. Donc rappelons que durant la Seconde Guerre mondiale, on a remis les mêmes marins, les fusiliers marins, à Bir Hakeim, sauf que là, en plus, on leur a filé des canons. Et donc quand tu prends des marins taquins qui leur filent des canons, il se passe des choses, et c'est eux qui ont fait cette grande blague aux Allemands, intitulée « Tu nous as bombardé hier, d'accord », où ils ont fait un convoi à l'arrière duquel ils avaient mis un canon anti-aérien qui était caché sur un camion. Et quand les Allemands sont arrivés en rase-motte en disant « Tiens, c'est un convoi, ça va être facile », nos chers amis bretons ont retiré la vache, sorti le canon, et ils ont tiré sur des Allemands qui étaient si bas qu'ils disaient on recevait l'huile de moteur sur le nez, et il y a un camion qui a été coupé en 2 par l'aile d'un avion, tellement ça y allait. Donc les Allemands ont dû se replier et dire « Non mais les marins, quand tu tombes dessus, il se passe toujours n'importe quoi, mais c'est pas bien, on va les laisser tranquilles. » Voilà, c'est breton alors. On leur prêtera le Mont-Saint-Michel, mais éventuellement prêter, il faudra leur en fait. Alors, on va faire une dernière anecdote. Vous avez peut-être des questions?
Public en folie. Non. Ils sont sages. Allez, la petite dernière. Allez, c'est laquelle? Des chauves-souris pigeons, mais oui. Rappelons qu'on a souvent utilisé les animaux en temps de guerre. Celui qu'on retient le plus souvent, c'est le cheval, qui a été utilisé assez largement. Alors c'est pareil, dans une prochaine BD, j'aimerais parler du cheval le plus dangereux de l'armée française, qui n'est pas celui que j'ai évoqué, qui n'est pas Iris, le cheval du général Leclerc, qui était une certaine Lisette, une jument qui mangeait les Russes. Voilà, mais vraiment littéralement. C'est-à-dire qu'elle a mangé les soldats qui se mettaient sur son chemin, terrorisant les rangs russes et sauvant son maître, qui était paralysé sur son dos. Mais voilà, Lisette, un cheval taquin. Mais pour les animaux moins connus, on a eu le pigeon voyageur, ça en général on en a entendu parler, jusque-là tout va bien. Mais on a eu les chiens, puisqu'on s'en servait pour tracter les mitrailleuses, entre autres dans l'armée belge, ou pour servir d'armes anti-chars, comme l'ont fait nos amis russes, avant de découvrir que quand tu entraînes les chiens, tous tes propres chars, quand Kiki il arrive à la guerre, des fois il va sous ton char avec son assamine anti-char. C'est le mauvais plan. Et dernier point, effectivement, la chauve-souris, qui est un animal méconnu, mais il existe des gens, un peuple étrange qu'on appelle les dentistes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et durant la Seconde Guerre mondiale, un dentiste américain, donc quelqu'un habitué à infliger la douleur à la vie, a dit, bon, comment est-ce qu'on pourrait combattre les Japonais? Parce que le problème des Japonais, c'est qu'ils avaient les meilleurs pompiers du monde. Quand tu as des villes qui sont plutôt faites en papier et qu'elles se font bombarder, tu as intérêt à être bon, et donc ils l'étaient. Donc il cherchait comment faire pour incendier toute une ville sans que les pompiers puissent intervenir partout à la fois. Donc ce dentiste a une idée absolument perverse qui était, si on prenait des chauves-souris, qu'on les envoyait par plusieurs milliers dans des cages au-dessus du Japon, qu'on les larguait, qu'on leur mettait à chacune une ceinture d'explosifs, c'est parfaitement normal, et que comme ça, quand le matin va se lever, chaque chauve-souris va aller nicher dans un grenier différent, puisque la chauve-souris va chercher un abri, et donc à l'heure dite, on fera péter toutes les ceintures en même temps, et donc des incendies vont se déclarer dans toute la ville. Les mecs ont refait une espèce de village japonais au milieu du désert, on fait le test, ça a marché du feu de Dieu, le village a cramé en intégralité. Les gars se sont dit, on a une arme diabolique, c'est parti, on va au-dessus du Japon, on est bon. Sauf que les chauves-souris se sont évadées, c'est con quand même. Elles se sont évadées alors qu'elles avaient leur ceinture de napalm accrochée avec elles. Et sur une base aérienne au milieu du désert, il y a un endroit où il y a de l'ombre et c'est bien, c'est les réservoirs de carburant. Donc elles sont allées nicher là, elles ont explosé là joyeusement. Donc la base a cramé dans les grandes largeurs. Donc quand il a fallu, il y avait déjà eu de sacrées sommes qui avaient été investies dans le projet. Quand il a fallu continuer le projet, on leur a dit écoutez, là on a quand même perdu une base, donc non. Et puis entre-temps, on avait découvert une version plus grosse de la chauve-souris qui s'appelait la bombe atomique. Et on s'est dit ouais, ça c'est pas mal en fait, c'est moins incontrôlable, donc on est resté là-dessus. Et on a fait la même tentative avec des pigeons durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on s'est dit comment faire un missile guidé. Et donc on avait dressé des pigeons avec 4 perchoirs, 2 en haut, 2 en bas, enfin 2 sur les côtés et 2 en vertical. Et on leur avait dit, il y a une image, et tant qu'ils gardaient l'image de la cible au centre, en tapant, en allant se poser sur le bon perchoir qui bougeait la cible, il y avait des graines qui tombaient. Donc si jamais la cible s'éloignait, les graines ne tombaient plus, donc il fallait vite la ramener au centre. Et donc ils ont dit, ah, c'est pas mal quand même, on pourrait avoir des missiles dirigés par des pigeons. Donc, excellent plan. Mais là c'est pareil, on a découvert le missile guidé par d'autres moyens, dont entre autres la radio. On s'est dit bon en fait le pigeon c'est pas très fiable, mais ça explique avec quelle précision les pigeons parisiens nous chient dessus, c'est qu'ils ont eu un entraînement militaire à une époque. Donc voilà, ils volent en escadrille et ils savent qui viser, sachez-le, c'est un complot. On comprend mieux beaucoup de choses. Exactement. Oui, on apprend beaucoup de choses avec un petit théâtre, et c'est tout à fait vrai. Et du coup le dentiste il a dû être déçu. Le dentiste a été très déçu, mais comme beaucoup de dentistes, si on les prive de douleur, ils sont malheureux. Voilà. Donc il a dû aller à une soirée SM ou un truc du genre, mais n'en parlons pas plus ici. Bonjour, cher ami dentiste. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, en tout cas, si vous en avez après, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais ici, moi, je ne pourrais pas répondre, je pourrais juste sourire et vous dire oui. J'ai du matériel de dédicace avec moi au besoin, donc s'il y a des choses à dédicacer, ce sera avec grand plaisir. Donc, on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3 en dédicace, donc n'hésitez pas. Et encore merci. Et merci à vous, et puis j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup.